Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo du jour, le retour de ces vidéos quotidiennes pendant cette trêve internationale. On va essayer de s'occuper comme on peut. N'hésitez pas d'ailleurs dans l'espace commentaire à me faire savoir si vous avez des petits sujets de vidéos à me suggérer, je lis tout bien évidemment. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un problème qui est récurrent, voire très récurrent depuis l'ère QSI tout simplement au club et plus particulièrement depuis le départ de Thiago Motta. Je parle évidemment du dossier du milieu de terrain parce qu'il y a plein de dimensions à prendre en compte, l'utilisation des entraîneurs, la dimension temporelle, voilà, aujourd'hui, à l'instant T, l'effectif actuel du PSG pour pouvoir se projeter bien sûr, et puis la dimension du projet et de la volonté de QSI qui pour moi est sûrement l'une des plus importantes, voire la plus importante, du moins celle qui sera le plus développée dans cette vidéo pour expliquer les problèmes et le manque de solutions, de réponses apportées beaucoup trop souvent, évidemment, par les directions sportives qui se sont succédées au sein du club. Alors, on va commencer aujourd'hui. Le problème du milieu de terrain parisien, c'est évidemment ce manque de créativité, de technique. Et puis, on n'oublie pas quand même cette ultra-dépendance vis-à-vis de Marco Verratti, qui témoigne d'abord du fait que personne n'est capable de se mettre au niveau du petit Italien dans l'effectif actuel au milieu de terrain, quand c'est pas lui qui est sur le terrain pour se sortir du pressing, c'est-à-dire attirer les adversaires pour libérer des espaces sur les côtés pour ses partenaires. Et puis, bien sûr, voilà, quand c'est pas lui qui est là pour apporter toute sa qualité technique, sa sérénité devant ses buts, ou du moins sur les phases de relance, c'est Neymar qui s'en occupe. C'était flagrant lors du match contre Leipzig. Il n'y a qu'à prendre sa heatmap qui a circulé très massivement sur les réseaux sociaux en fin de semaine dernière. Bref, c'est un petit peu du gâchis pour Neymar, un petit peu moins pour Marco Verratti parce que son match contre Manchester City a révélé qu'il est très très bon dans ce poste de sentinelle et pour moi, voilà, il faut le mettre et l'installer, le pérenniser à ce poste-là, surtout aussi parce qu'il n'y a personne dans l'effectif qui est capable de jouer à ce poste-là. On a recruté Danilo justement pour jouer dans ce secteur et dans ce registre. Le problème, c'est qu'il n'a pas du tout le bagage technique et au PSG, plus que dans n'importe quelle équipe, c'est une tendance qui prévaut depuis très longtemps. La sentinelle, dans toute équipe de foot, doit être très très forte techniquement, capable d'organiser ton équipe. Il y a certaines équipes qui réussissent à s'en sortir sans cette dimension technique de la sentinelle. Et encore, c'est quasi inexistant dans le football moderne. Et c'est encore plus fort au PSG, cette équipe. Et puis même voilà ce club, parce que c'est pas que l'équipe actuelle, c'est une dimension qui est propre au club depuis ses débuts. La dimension technique, le fait qu'il faut que voilà, ça brille. Et l'exemple parfait, bon, c'est Marco Verratti. Peut-être aussi on peut prendre l'attachement qu'a su créer Javier Pastore avec les supporters, tout en ayant voilà, une certaine irrégularité. Il est quand même très apprécié, c'est pas pour rien. C'est parce que voilà, la ville de Paris, ce club, requiert un certain niveau technique pour s'imposer bien sûr, il faut que ça brille, c'est un petit peu bling bling dans le sens pas du tout péjoratif du terme, bien évidemment. Donc voilà, manque de créativité, de technique, alors ça s'exprime chez Danilo, c'est plus flagrant, les pertes de balles, les erreurs individuelles qui s'expriment aussi chez Idrissa Gueye et Ander Herrera. D'ailleurs pour s'arrêter sur les deux, il y a beaucoup de gens qui sont déçus de leur performance ces derniers temps. Herrera, bon, a baissé en régime, Gueye est tout simplement, je pense, a sombré, est mauvais, sur les derniers matchs. Alors bien sûr, c'est pas une spirale négative énorme, donc ça peut se gommer très très rapidement, mais moi ça m'étonne pas, sachant que je mettrais plus ça sur le dos de la surperformance en septembre. Leur début de saison a vraiment été canon, ils surperformaient, et bien sûr l'exemple parfait ce sont les buts, ils n'allaient pas continuer à faire des statistiques comme ils le faisaient en septembre, ils marchaient sur l'eau, et bien sûr qu'une fois la trentaine passée, impossible d'imaginer ces deux-là continuer sur la lancée qu'ils ont initiée en septembre. Donc pour moi, voilà, je leur laisse vraiment, même pas le bénéfice du doute. Pour moi, c'est une science exacte. Voilà, ils surperformaient et il fallait s'attendre à avoir un petit trou noir. Pour Gueye, ça s'exprime un petit peu plus qu'Ander Herrera, peut-être aussi parce qu'il est sur le terrain. Par exemple, il rentre contre Bordeaux. Alors, Herrera est titulaire contre Bordeaux, mais lors des autres matchs, Wijnaldum lui est préféré. Ça, par contre, je ne le comprends pas trop. Par contre, il lui est préféré dans une logique qui est certaine, c'est-à-dire utiliser Wijnaldum comme en sélection. Très bien, en 9,5, en numéro 10, très bien, parfait, il faut qu'il prenne ses marques là-dedans et on sent qu'il apporte à l'équipe tout simplement. Voilà, et puis personnellement, il est un petit peu plus épanoui, surtout libéré. On l'a vu sur ses deux buts contre Leipzig. Voilà, Wijnaldum qui me permet justement de faire ma petite transition.
Au milieu de terrain, pour se projeter, il faut arrêter de jouer sur les opportunités, mais aussi les milieux trentenaires. Je m'explique et je développe, c'est un point très intéressant et surtout très important. Avant de parler du projet QSI, ce milieu de terrain, Gay, qu'on recrute, bientôt la trentaine, Herrera pareil, logique d'opportunité, tout comme Wijnaldum cet été, ce sont des joueurs qui t'apportent des certitudes. Tu sais ce qu'ils valent. Bien sûr, parce qu'il y a des certitudes, il n'y a pas ce lot d'incertitudes qu'apporte Nuno Mendes par exemple. C'est-à-dire des erreurs de jeunesse, mais aussi des capacités à se mouler, se fondre, on va dire, dans le moule parisien, et aussi la possibilité d'en faire vraiment une figure de proue du projet en le pliant vraiment à la tactique parisienne, au modèle parisien, comme on l'a vu avec Marquinhos, avec Verratti par exemple, que tu recrutes un petit peu plus jeune. Bah non, ces trentenaires, ils ont déjà des consignes qui leur ont été imprégnées dans leur carrière. Wijnaldum, c'est l'exemple parfait. Il a été dans une des équipes déjà qui a le mieux fonctionné sur la dernière décennie, parce que vainqueur de la Ligue des Champions, mais aussi une des équipes dans lesquelles le collectif était le plus visible, on va dire. Chacun avait ses consignes, son rôle. Voilà, au PSG aujourd'hui, personne n'a de rôle défini. Voilà, on ne joue pas trop les uns pour les autres. Et c'est ce qui fait que Wijnaldum est un petit peu perdu, en manque de repères sur le terrain, même si bien sûr, en qualité de recrue, il y a aussi le manque d'automatisme et le temps que tout cela demande. Et encore, dans son cas personnel, je pense aussi qu'il y a la dimension physique, parce qu'il a bientôt, enfin je crois qu'il a passé la trentaine, Wijnaldum. Et surtout, il a commencé très tôt. Ça aussi, c'est à prendre en compte. À 16 ans, il s'entraînait avec les pros. À 17 ans, il jouait en pro. Ça, c'est à prendre en compte. C'est pas comme s'il avait commencé sur le tard à 21, 22 ans. Donc, ses jambes sont un petit peu usées. Ça demande soit plus de temps en début de saison pour vraiment entrer dans une forme physique optimale, soit il est grillé. Et on espère évidemment que c'est la première solution pour Wijnaldum. Donc, arrêtez avec ces trentenaires qui t'apportent des certitudes, mais aussi le fait que ils peuvent pas trop s'adapter, surtout que le PSG est une des équipes les plus difficiles à appréhender, à analyser. On va y revenir, tiens, dans une prochaine vidéo. C'est une dimension qui est dans mes brouillons. Mais voilà, c'est une équipe qui est super difficile, t'acclimater dedans lorsque tu es un joueur comme Wijnaldum, comme Gay par exemple aussi. Je me suis arrêté sur Wijnaldum, mais Gay, il est jamais meilleur que lorsqu'on n'a pas le ballon. Quand il faut défendre, quand il faut être dans ses 30 mètres, il surnage, il surperforme. Le problème, c'est que quand tu as cette attaque, quand tu as ces individualités, tu ne peux pas te permettre de développer ce que Pochettino essaye de développer ces derniers temps. C'est-à-dire une équipe qui défend, qui joue en contre. Alors pas de problème quand tu as Kylian Mbappé pour jouer en contre, mais le problème c'est que derrière Kylian Mbappé, t'as qui ? Personne pour jouer en contre, pour remonter les ballons assez rapidement. Peut-être qu'un Di Maria, Messi sont capables de porter le ballon, mais en aucun cas ils sont capables de perforer une défense par des appels. Voilà, c'est des joueurs d'abord qui demandent le ballon dans les pieds et qui en plus du fait de leur âge, peine à faire des départs arrêtés, comme un Kingsley Coman le fait excellemment bien au Bayern Munich actuellement. Ça, c'est encore un autre sujet qu'on va traiter évidemment pendant cette trêve internationale. Bref, on ne va pas s'égarer. Le PSG, il y a aussi la dimension, alors les milieux de terrain, bien sûr, qui sont aussi en sur-régime avec l'activité qui est moindre, du moins en Ligue 1, de nos attaquants, et surtout le fait qu'une fois que cette ligne est cassée, il y a un espace qui est bien trop grand entre la ligne défensive et le milieu de terrain. Alors est-ce que c'est au milieu de terrain de se tenir un petit peu plus bas ou à la ligne défensive de se tenir un petit peu plus haute? Si on rentre dans la tête de Pochettino, c'est-à-dire cet objectif de bien défendre pour mieux attaquer, c'est vraiment ce qui se dégage très clairement. Alors maintenant, le problème, et on lui tombe dessus, c'est que bien défendre ne veut pas dire concéder 18 tirs par match, quoi. C'est pas possible. Il y a défendre et il y a concéder. Concéder, c'est péjoratif, défendre, c'est positif. Aujourd'hui, le PSG concède et défend mal, tout simplement. Collectivement, bien sûr, mais aussi individuellement, parce qu'il y a des erreurs individuelles. Hakimi, Kimpembe en sont les exemples parfaits. Même Marquinhos fait quelques erreurs parfois dans ce début de saison. Bien sûr, là-dedans, la première des nuances à noter, c'est qu'ils sont, encore une fois, en sur-régime. On leur en demande trop. Ce sont des défenseurs qui ont beaucoup trop de travail, bien évidemment. Donc voilà pour les milieux de terrain, ce déficit de créativité. Donc il faut des milieux créatifs, techniques. Arrêtez de jouer sur cette tendance des opportunités, là, qui vise évidemment à recruter des joueurs qui ont la trentaine. Ah bien sûr, ça leur permet d'avoir de gros contrats. En général, c'est le dernier gros contrat d'une vie, d'une carrière, pour Ander Herrera par exemple. Pour Wijnaldum, d'ailleurs, il y a Rakitic, pour surfer sur l'actualité, qui a déclaré pour Beansport qu'il était ouvert. Il a dit, je crois, si Nasser et Leonardo veulent me recruter, qu'ils m'appellent demain. Il fait un appel du pied, il commence à se faire vieux. C'est pas le Rakitic prime, évidemment, du Barça. On sait tous que il a vu, il a vu comme tout le monde que Wijnaldum a décroché un gros contrat, que Sergio Ramos a décroché un gros contrat, que le PSG est une destination quand même
très attrayante, bien sûr, quand tu es en fin de carrière, mais non, il faut pas recruter Rakitic. Il faut arrêter avec ces joueurs-là, et ça me fait ma transition. Pour moi, il faut tout simplement de la classe mondiale. Plus jeune et de la classe mondiale. Pas avoir peur d'investir, parce que justement, dans ce projet QSI, eh bien, l'investissement au milieu de terrain, ça n'a pas été la première des priorités. J'en viens justement à la deuxième partie de cette vidéo, le projet QSI, qui a décidé très clairement de donner les clés du jeu à l'attaque. Et première question à se poser par rapport à ce projet QSI, ça ce serait vraiment à poser à l'émir ou encore peut-être à Nasser qui en sait peut-être plus que l'émir. Mais vraiment, il y a une dimension à prendre en compte et qui pour moi, voilà, faut pas s'en cacher. Faut pas s'en cacher. Est-ce que c'est un projet sportif ou un projet marketing? Pour moi, c'est une question qui est très cohérente. Il y en a beaucoup qui vont me dire ouais, qui vont me tomber dessus et tout ça. Mais pour moi, je me demande sincèrement et vraiment sérieusement s'il y a une hiérarchie des priorités au club. Et s'il y en a une, quelle est-elle en fait? Est-ce qu'on privilégie le fait de faire du PSG une très grande marque mondiale ou alors une équipe capable de gagner la Ligue des Champions? Est-ce qu'on préfère gagner la Ligue des Champions rapidement ou créer sur le long terme une très grande marque qui a une réputation, une échelle mondiale et donc un rayonnement planétaire tout simplement, sachant que QSI ont investi pas pour le club, mais évidemment pour que ce soit une vitrine pour le Qatar qui est un pays qui cherche à se développer, à rayonner, à se détacher aussi économiquement des ressources dont ils possèdent évidemment sur leur terre, en se diversifiant bien sûr et en ayant un système voilà, de vitrine mondiale. Donc pour moi, cette question peut se poser. Est-ce que d'abord, ce projet est marketing ou sportif? Bien sûr, s'il est marketing, là, on voit tout simplement que la logique d'entreprise est respectée de la meilleure des manières parce que tu investis le plus sur ceux qui te rapportent le plus. Tu investis sur les attaquants, ceux qui vont te faire vendre des maillots. Et encore, on le sait tous, le foot, c'est pas une industrie qui rapporte beaucoup d'argent, qui t'enrichit vraiment. C'est plus une question de rayonnement. C'est pour ça que QSI a investi au PSG. Neymar te fait rayonner, Messi te fait rayonner, Mbappé te fait rayonner. Et j'ai fait des petits calculs. Au milieu de terrain, bon écoute, Marco Verratti, on va pas dire que Marco Verratti fait vendre des maillots en Asie ou aux États-Unis. Je suis pas sûr que là-bas, ils en aient à foutre du fait que Marco Verratti fait la toupie à 20 mètres des buts. Non, non. Là-bas d'abord, ils regardent peut-être pas les matchs, déjà. Et ensuite, ils regardent plus les actions de génie, le but de Messi contre Manchester City, les dribbles de Neymar, les accélérations fulgurantes de Kylian Mbappé. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Et ça donne, on va dire, une logique ou alors une première explication au fait que le club n'est pas vraiment investi, parce que ça aussi, c'est quelque chose que je vais développer un petit peu après, sur le milieu de terrain. Voilà, voilà. Alors on en vient justement à mes calculs, j'ai tout simplement développé, c'est très simple, hein, j'ai analysé les sommes dépensées depuis QSI. Donc on a signé 18 milieux hors Rabiot. Important, Rabiot, c'est quand même un petit point névralgique du projet, donc ça fait 19 avec lui. Voilà, sachant que comme il a été recruté, enfin, il est issu de la formation, il a coûté 0 €. En défense centrale, on a fait 10 signatures, ce qui est quand même relativement peu, en comptant Kimpembe, pour bien vous montrer quand même que c'est très peu et vous montrer aussi que sur ces 10 signatures, ça a quand même été assez ciblé. Voilà, la plupart des 10 ont bien percé. Alors Thiago Silva, Marquinhos bien sûr, même s'il y a quand même 20-30% bon, qui ont été de petites exceptions. J'ai compté Lugano dedans, j'ai compté aussi Kehrer, Abdou Diallo, voilà. Et en attaque, on a fait donc 18 signatures, autant qu'au milieu de terrain. Au milieu de terrain plus avec Rabiot donc. Et les latéraux, on a fait quand même 13 signatures sur ces postes-là. Sachant qu'il y a 2 postes évidemment de latéraux au PSG. Et les gardiens 10 signatures, mais ils seront un petit peu délaissés dans cette analyse. Donc au milieu de terrain, hors Rabiot, on a dépensé 244,5 millions pour donc 19 milieux de terrain avec Rabiot. Soit sans Rabiot, 13,58 millions d'euros par milieu investi, et avec Rabiot, ça baisse donc ce ratio, ça fait 12,86 millions d'euros investis par milieu de terrain lors du projet QSI, ce qui est relativement peu quand même, 12 millions d'euros. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut se permettre, ça légitime en fait, ça permet de légitimer cette demande d'investissement. Pas de problème, il faut investir 50-60 millions d'euros sur des milieux de terrain, parce que la réalité, c'est qu'on l'a trop peu fait sur ce projet QSI. En défense centrale, donc 10 signatures avec Kimpembe pour un total de 202 millions d'euros dépensés, soit 20 millions d'euros par joueur. 20 millions d'euros, comparé aux 12,86 des milieux de terrain. Voilà, on a beaucoup plus investi, ça s'est ressenti aussi, parce que Thiago Silva, 42 millions d'euros, est resté longtemps, est devenu une figure emblématique, a eu des références. Marquinhos aussi, qu'on recrute, je crois, pour une trentaine d'euros, c'est pas rien, bien sûr, voilà, c'est des joueurs qui ont percé, bien sûr, au club.
Et en attaque, bon là ça fausse un petit peu tout, on en revient à cette logique d'entreprise, 774 millions d'euros dépensés. Il y a un énorme déséquilibre avec tous les autres postes qui s'explique aussi bien sûr par le fait qu'un Neymar, un Mbappé, un Messi te vend plus de maillots, te ramène plus de personnes au stade qu'un Marco Verratti, favorise ton rayonnement, donc te rapporte plus. C'est pour ça que tu investis plus bien évidemment, mais quand même, ça porte le total à 43 millions d'euros par joueur, plus du triple que le ratio des milieux de terrain. Donc là, on se rend compte vraiment, en fait, et ça légitime encore plus, ça consolide cette question du projet sportif. Est-ce qu'il est sportif ou marketing avant tout? Je pense qu'il est marketing avant tout pour QSI, au Qatar, à Doha. Et ça, il ne faut pas s'en cacher, bien évidemment. Ça explique le fait qu'au milieu de terrain, on en soit à 12,86 millions d'euros dépensés par joueur. Après, il y a aussi une question de direction sportive, parce que tu vois quand même qu'on a recruté 19 millions d'euros, 19 joueurs, depuis le début, j'ai compté depuis la saison 2011-2012, depuis les premiers transferts de cette époque-là. Et 244,5 millions d'euros, ce qui n'est pas rien bien évidemment. Il y a aussi une question de compétence là-haut, c'est vrai qu'il y a eu plein d'erreurs de casting, Lassana Diarra par exemple, bref. Paredes pareil, aujourd'hui Paredes, il est blessé, il va en sélection, on se pose la question des rapports de force, très clairement aujourd'hui, entre la sélection et le club. Bref, Paredes, quand il joue au foot, c'est un petit peu pour venir faire le bordel au milieu de terrain. Il est nonchalant, dans le contre-pressing il t'apporte pas, il a une qualité de passe mais c'est un petit peu tout. Un profil trop singulier comme d'habitude, voilà, un profil singulier qui peine du coup à s'implanter dans ce milieu de terrain parce qu'il faudrait vraiment des milieux capables de tout faire mais surtout, techniquement être fort. Et enfin, chez les latéraux, 13 signatures, 194 millions d'euros dépensés, important à signaler, sur les 194, il y en a 100 cet été, j'ai d'ailleurs compté les 40 millions d'euros qu'on va dépenser prochainement, pas maintenant, qu'on n'a pas encore dépensé, mais qu'on va dépenser, qui passeront sur l'exercice comptable de l'année prochaine, pour Nuno Mendes bien évidemment, soit environ 14,92 millions d'euros par joueur. Donc par joueur, le poste où on a le moins dépensé, c'est au milieu de terrain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, c'est légitime. Il faut dépenser à ce poste-là, il faut mettre 50, 60 millions d'euros, ne pas s'en cacher. Et je trouve que ce serait complètement normal. Et je dirais même enfin, si on le fait. Donc voilà, je voulais un petit peu vous prouver ça, légitimer, consolider cette volonté de recruter de la classe mondiale, des milieux techniques, plus jeunes bien évidemment, et surtout essayer voilà, de diversifier, se délaisser, s'écarter on va dire vraiment de ce projet marketing qui vise à confier les clés du projet à l'attaque. Jusque là on l'a vu, c'est pas une attaque de feu qui te fait gagner une Ligue des Champions. Peut-être ça fait gagner des matchs parce qu'un match se joue dans les deux surfaces et encore la bataille du milieu de terrain reste très importante, ça c'est vrai. La bataille du milieu de terrain, bon elle rentre plus trop dans les analyses ces derniers temps, c'est vrai qu'on n'en parle plus trop. Mais il faut quand même la montrer, au milieu de terrain on se fait bouffer. Pour faire court, peut-être qu'au tableau d'affichage on gagne 2-1, mais au milieu de terrain on prend 3-4-0, très facilement. Donc voilà pour cette petite vidéo sur le milieu de terrain parisien, un déficit récurrent du projet QSI, et je voulais le prendre sur un angle assez différent, un petit peu plus global on va dire au niveau du projet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, il est tout à fait légitime de demander aujourd'hui de la classe mondiale au club. Pas du Franck Kessié, voilà, Brozovic et tout ça, non. Là, je parle évidemment de Paul Pogba. Et si, éventuellement, on veut recruter jeune, il y a le petit Tchouaméni qui, personnellement, me fait de l'œil. Bref, ça, on y reviendra dans d'autres vidéos, un petit peu plus tard dans l'année. 18 minutes de vidéo, c'est déjà beaucoup. Très bonne soirée à tous, très bonne journée à ceux qui regarderont cette vidéo demain ou dans la semaine. Je vous souhaite à tous, évidemment, plein de bonheur, surtout de ne pas s'ennuyer, optimiser votre temps pendant cette trêve internationale parce qu'on va se faire chier. Et on se dit à très vite. Ciao.